postpartum immédiat. C'est la même terminologie. Alors, pourquoi j'arrive pas? Est-ce que vous voyez? Et comme la dernière fois, faut sortir et entrer. Quand vous Alors, mettez en je plein écran, sors, partager. de cas, ça marche. Vous voyez? Oui. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une question très importante qui est l'hémorragie du postpartum. Je précise immédiat. C'est la même chose que l'hémorragie de la délivrance. Alors, en introduction, il faut savoir qu'il s'agit d'une urgence obstétricale. Lorsqu'on est face à une hémorragie de la délivrance ou du postpartum immédiat, il faut agir vite. Pourquoi vite? Parce que cela va mettre en jeu le pronostic vital de la femme. Sachez que dans le monde, il s'agit de la première cause de mortalité maternelle, dans le monde d'une manière générale et en Algérie d'une manière particulière. Alors, son diagnostic précoce repose bien sûr sur la surveillance rigoureuse de tout accouché, en particulier durant les 2 premières heures après l'accouchement. Il faut savoir que l'hémorragie de la délivrance ou du postpartum immédiat survient généralement dans les 24 premières heures de l'accouchement, mais 90% de ces hémorragies surviennent les 2 premières heures. Donc, il est très important de surveiller de manière rigoureuse la femme, la post-accouchée durant ces 2 premières heures. Il est clair qu'une prise en charge immédiate, on va la voir dans la conduite à tenir, qui doit être multidisciplinaire. C'est une affaire de la sage-femme, du gynécologue, de l'anesthésiste, du biologiste aussi, parce qu'on a besoin de faire des analyses, des examens complémentaires biologiques et parfois du radiologue. Et ce travail multidisciplinaire en coordination permet de réduire de façon rigoureuse les complications et surtout le décès maternel. Alors, en définition, qu'est-ce que c'est que l'hémorragie du postpartum immédiat? Elle est définie par un saignement qui dépasse les 500 millilitres dans les 24 heures qui suivent la naissance. Elle est dite sévère lorsqu'elle dépasse les 1000 millilitres ou le 1 litre de saignement ou de sang ou de perte de sang. Alors, il existe plusieurs étiologies ou plusieurs causes de ces hémorragies de la délivrance. Pardon, madame. Oui. On a perdu la diapo. Rahifli quand à l'autre fille. On n'est pas partagé. Si tu recliques dessus, tu as tout les. Ah, ok, merci. Pardon. C'est bon? C'est bon, merci. Oui, c'est bon, merci. Très bien. Alors, on va continuer. Il existe plusieurs causes ou plusieurs étiologies de ces hémorragies de la délivrance. La plus fréquente est l'inertie utérine. Alors, l'inertie utérine est la cause la plus fréquente. On la retrouve dans 70% des cas. Et les facteurs qui favorisent cette inertie, d'abord, l'inertie, c'est quoi? C'est un relâchement du muscle utérin. Alors, pourquoi on a ce relâchement du muscle utérin? Tout d'abord parce que ce muscle utérin peut se fatiguer. C'est lorsqu'on a à faire un travail long, prolongé. Lorsqu'il y a une surdistension de ce muscle, c'est le cas des grossesses multiples, de l'hydramniose, des macrosomies fétales. Troisième cause de l'inertie utérine, c'est les anomalies utérines qui modifient les capacités contractiles du myomètre. C'est lorsqu'on a un utérus qui porte un fibrome utérin ou une malformation. Cet utérus, il présente des anomalies au niveau du myomètre, et il va se relâcher de façon plus importante, et donc cela va entraîner cette inertie utérine. Autre cause de cette inertie, c'est l'âge maternel. On a remarqué qu'on a 3 fois plus de chances ou de malchance de faire une hémorragie de la délivrance par inertie lorsque la femme dépasse les 35 ans, et ce risque est multiplié par 8 lorsqu'elle dépasse les 40 ans. Donc, la femme âgée au-delà de 40 ans, cela constitue un facteur de risque d'hémorragie de la délivrance, et c'est des femmes qu'on doit surveiller. La parité élevée, la femme qui a fait beaucoup de grossesses font aussi des hémorragies par inertie. Cela, vous pouvez le deviner, s'explique par le fait que ce muscle utérin
est un muscle qui se fatigue lié au nombre d'accouchements répétés. L'origine ethnique, on a remarqué, ça c'est une constatation statistique, on n'arrive pas à l'expliquer, que les femmes originaires de l'Asie du Sud-Est font plus d'hémorragie de la délivrance que dans d'autres populations dans le monde. Autre cause, c'est les déclenchements du travail. Il faut savoir que le travail se déclenche normalement de façon spontanée, mais on est amené à faire un déclenchement provoqué ou un déclenchement artificiel du travail dans certaines étiologies, par exemple la rupture prématurée des membranes, par exemple un dépassement de terme. Et dans ce cas, c'est des femmes qui sont plus sujettes à faire une hémorragie de la délivrance que d'autres. Les manœuvres obstétricales, telles que les versions, les dystocies dynamiques, c'est-à-dire c'est les anomalies de la dilatation du col de l'utérus, chez qui on va donner des traitements tels que l'ocytocine, les chorioamniotites, c'est-à-dire c'est l'infection de l'œuf, surtout après rupture prématurée des membranes. Lorsqu'on arrête de façon brutale les ocytocines, après l'accouchement ou la naissance de l'enfant, là c'est très important, si on arrête ce médicament qui a pour but d'entraîner une contraction utérine, cela va entraîner le contraire, c'est-à-dire un relâchement du muscle utérin. Le placenta prévien, on l'a vu hier, le placenta prévien donne plus d'hémorragie. Pourquoi? Parce que c'est la zone d'insertion placentaire c'est faite au niveau du segment inférieur et le segment inférieur est plus mince que le reste de l'utérus et donc il va se contracter de façon moins importante que le reste de l'utérus et donc cela va entraîner un risque d'hémorragie de la délivrance. L'anémie aussi et les césariennes en urgence. Alors, après l'inertie utérine, on va voir les autres causes. La deuxième cause par ordre de fréquence est le traumatisme obstétrical. On le note dans 20% de ces hémorragies. Alors, c'est l'inversion utérine. Qu'est-ce que c'est que l'inversion utérine? Après l'accouchement du fœtus, parfois on est amené à faire une délivrance artificielle et on risque, ou bien lorsqu'on essaye de faire une délivrance dirigée, cela va entraîner l'inversion de l'utérus comme le doigt de gant. Vous avez vu le gant chirurgical qu'on met, lorsqu'on l'enlève de façon brutale, il va se retourner et cela peut arriver pour le muscle utérin. La rupture utérine aussi et les lésions cervico-vaginales et vulvo-périnéales. Donc tout ce qui est traumatisme de la filière génitale peut entraîner une hémorragie de la délivrance. Troisième cause par ordre de fréquence est la rétention placentaire. C'est 10% des étiologies. Alors la rétention placentaire, c'est quoi? Sachez d'abord que la délivrance artificielle, c'est-à-dire le décollement et l'expulsion du placenta, fait partie intégrale de l'accouchement. C'est la troisième phase de l'accouchement. Je vous rappelle que l'accouchement se compose en 3 parties. La première partie, c'est le travail durant laquelle le col va se dilater. La deuxième phase, c'est l'expulsion du fœtus. Et la troisième phase, c'est l'expulsion du placenta. Donc, quand ce placenta d'abord, le placenta se décolle et il va être expulsé. Et l'expulsion du placenta et cette vacuité de l'utérus va entraîner une rétraction de l'utérus et donc assurer l'hémostase. Lorsque ce décollement ne se fait pas, lorsque le placenta reste à l'intérieur de l'utérus, il ne va pas y avoir d'hémostase et cela va entraîner une hémorragie de la délivrance. Alors pourquoi on va avoir une rétention placentaire? On a à peu près les mêmes causes que l'inertie utérine. Donc c'est tout trouble dynamique de la contractilité utérine va entraîner la rétention, l'hypertonie utérine, des adhérences anormales du placenta au myomètre, c'est ce qu'on a vu hier, il y avait une question très intéressante hier, c'est l'insertion anormale du placenta, c'est ce qu'on appelle le placenta accreta. Donc, le placenta accreta, ça veut dire qu'il y a un accolement anormal entre le placenta et l'utérus, donc il ne va pas y avoir de décollement, et cela va entraîner une rétention placentaire et donc une hémorragie de la délivrance. Les anomalies morphologiques placentaires, telles que le cotylédon aberrant
et les anomalies d'insertion comme le placenta bas inséré. Et dernière cause de rétention placentaire, c'est les fautes techniques, c'est-à-dire c'est nous qui sommes la cause de cette rétention placentaire. Lorsqu'on va tracter sur le placenta avant qu'il ne se décolle, cela va entraîner une rétention placentaire et une hémorragie. Donc, il est très important de respecter la physiologie du décollement placentaire et de la délivrance. Dernière cause, c'est la moins fréquente, c'est la plus rare, heureusement. Cela constitue moins de 1% des hémorragies de la délivrance, c'est les troubles de la crasse. Lorsqu'une femme a une anomalie de la coagulation, donc l'hémostase physiologique ne se fait pas et cela va entraîner une hémorragie de la délivrance. Donc, rappelez-vous, les 4 étiologies, je vous les rappelle. 1, c'est l'inertie utérine. 2, c'est le traumatisme obstétrical. 3, c'est la rétention placentaire. Et 4, c'est les troubles de la coagulation. Alors, on a vu les facteurs de risque et les étiologies. Mais sachez que dans plus de 50%, c'est-à-dire, imaginez, une femme sur 2, aucun facteur de risque ne sera retrouvé. C'est-à-dire, pour une femme qui va faire un accouchement dit, entre guillemets, normal, elle a 50% de chance ou de malchance de faire une hémorragie de la délivrance. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'on doit surveiller toutes les femmes qui accouchent parce qu'elles peuvent faire une hémorragie de la délivrance de façon inopinée. Donc, toute femme qui accouche présente un risque dit potentiel d'hémorragie de la délivrance. Alors, après les étiologies, les facteurs de risque, on va voir comment on va poser le diagnostic d'une hémorragie de la délivrance. Vous allez me dire, le diagnostic est facile. On va voir une femme qui saigne après l'accouchement. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. On va le voir. Donc, ce qui est important, on l'a dit, c'est de surveiller de façon rigoureuse toute femme qui accouche et surtout les 2 premières heures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette femme, il faut la garder en salle de travail, justement, pour évaluer tous les paramètres cliniques. Donc, on doit surveiller l'état de conscience de la femme, la coloration des téguments, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et surtout le saignement qui est extériorisé. Habituellement, on fait un rythme de surveillance chaque quart d'heure qu'on doit noter sur une feuille de surveillance, justement pour détecter de façon précoce une anomalie. Et surtout, si on constate un saignement, parce qu'il faut savoir que toute femme qui accouche, elle a un saignement minime qui est physiologique. Mais le fait que ce saignement persiste et s'aggrave constitue un facteur de risque ou de gravité et il faut prendre les mesures adéquates. Alors, on l'a dit, les signes généraux, cela reflète l'importance de perte de sang. C'est la fréquence cardiaque ou le pouls, c'est la pression artérielle, c'est la coloration de téguments et l'état de conscience. Il est très, très important de voir comment est la femme et de lui parler et de voir si elle répond à nos questions. Alors, parfois, et là c'est très important, la femme va saigner de façon trop rapide et on n'aura pas le temps justement de vérifier cette aggravation de ces paramètres. Et d'où l'intérêt justement de la garder à côté de soi au niveau du bloc d'accouchement ou salle de naissance justement pour détecter ces anomalies. Alors regardez comment on peut évaluer le saignement. Voilà une table d'accouchement. La femme reste ici et on va voir, voilà la poche de recueil qui permet d'évaluer la quantité de saignement ou de sang qui est extériorisé. Rappelez-vous, on parle d'hémorragie de la délivrance lorsque la quantité de sang dépasse les 500 millilitres. Cela veut dire que la femme saigne de façon physiologique d'une quantité inférieure à 500 millilitres. Il s'agit d'une poche de recueil qui est graduée et on peut évaluer de façon plus aisée cette importance de saignement. Alors, quelle est la conduite à tenir? Donc, on a 2 cas de figure. Soit la femme n'a pas fait sa délivrance, c'est-à-dire elle commence à saigner dès que le fœtus est expulsé. Donc, dans ce
cas le placenta est encore en place, le premier geste à faire, bien sûr, est de faire une délivrance artificielle. La délivrance artificielle, vous l'avez vu dans les TD, c'est le fait d'aller faire rentrer la main dans la cavité utérine et d'aller ramener le placenta. Le fait de faire cette délivrance artificielle, cela va permettre d'entraîner une rétraction de l'utérus et donc assurer l'hémostase. Regardez comment on fait une délivrance artificielle. La main gantée, c'est-à-dire on met un gant stérile, on désinfecte la région vulvo-périnéale et on va introduire la main dans la cavité utérine. La deuxième main, elle va se mettre sur l'abdomen pour justement accrocher l'utérus et le mettre en contact intime avec cette main et on va faire la délivrance artificielle, c'est-à-dire décoller le placenta. Le fait de le décoller et de le ramener va entraîner la rétraction utérine et donc essayer d'assurer une hémostase normale. Donc, maintenant, la deuxième situation ou le deuxième cas de figure, la femme commence à saigner après expulsion du placenta. C'est-à-dire que l'accouchement s'est fait dans les 3 phases, y compris la délivrance du placenta. Dans ce cas, il s'agit probablement d'une inertie utérine. Donc, la première chose à faire, le placenta a été expulsé. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il a été expulsé en totalité ou pas? Dans ce cas, il faut faire une révision utérine, c'est-à-dire on va aussi mettre la main dans la cavité utérine et vérifier que tout le placenta a été expulsé. Si ce n'est pas le cas, on va ramener ce qui reste du placenta. Parce que tant que l'utérus n'est pas vide, là, entraîner une rétraction. Ça, c'est la première des choses. Et d'où l'intérêt de toujours examiner le placenta après la délivrance pour être sûr qu'il a été complet. Alors, la première des choses, je vous ai dit, c'est la révision utérine. La deuxième des choses, c'est d'examiner la région périnéale, c'est-à-dire le vagin et le périnée, pour voir s'il n'y a pas une déchirure et auquel cas il faut la suturer. S'il y a une épisiotomie qui a été faite, il faut la réparer rapidement parce que ce saignement continu va aggraver l'hémorragie de la délivrance. Les gestes obstétricaux associés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un massage utérin, il faut comprimer l'utérus contre la symphyse pubienne, faire ce qu'on appelle le tamponnement intra-utérin, on va voir comment le faire, la traction du col et la compression utérine bimanuelle, on va voir quels sont les gestes à faire. Alors, autre chose très importante, rappelez-vous, on a dit que la cause de l'hémorragie, c'est l'inertie, c'est-à-dire une atonie de l'utérus. On va lui donner les médicaments qui entraînent la rétraction de cet utérus, c'est l'ocytocine de synthèse, c'est-à-dire le syntocinon. On va le donner en perfusion, 5 à 10 unités par injection intravasculaire lente, puis un traitement d'entretien en perfusion de 5 à 10 unités par heure pendant 2 heures. Donc, le fait de donner ou d'administrer le syntocinon de façon continue va entraîner la rétraction utérine et donc assurer l'hémostase. Le deuxième traitement qu'on donnait, maintenant il n'est plus disponible, il a été retiré du marché, il a le même effet, c'est le métergin. Le métergin, maintenant, il n'existe plus au niveau des hôpitaux. Alors, autre traitement, malheureusement, on n'en a pas en Algérie, mais qui existe dans le monde, c'est les prostaglandines. Les prostaglandines, ils ont pour but aussi d'entraîner une rétraction utérine. Autre traitement, lorsqu'il y a des troubles de la coagulation, c'est de donner les antifibrinolytiques et les facteurs 7 activés. Ils ont pour but d'activer la coagulation et donc d'assurer l'hémostase au niveau surtout de la zone de décollement du placenta. Puis, on l'a dit, lorsqu'on fait des gestes endo-utérins tels que la délivrance artificielle ou la révision utérine, il est très important de donner des antibiotiques. Pourquoi? Parce que l'infection peut entretenir cette hémorragie. Donc, il est très important de donner une antibioprophylaxie. Bien sûr, il est nécessaire de recourir aux phases suivantes du traitement.
si l'hémorragie persiste au-delà de 15 à 30 minutes. Je vais vous synthétiser à la fin un arbre décisionnel, comment agir lorsqu'on est face à une hémorragie de la délivrance. Alors, les conditions, la mise en condition, bien sûr, une femme qui saigne, si elle n'a pas déjà une voie d'abord, il faut lui mettre au moins 2 voies d'abord veineuses de gros calibre. Il faut surveiller la femme, donc mettre un scope pour une surveillance continue, la pression artérielle. أي نحن للديومات شباب سكولي حاجة جديدة Est-ce que vous m'entendez? شوف غلطي فلتا Ah oui, on vous entend, une seconde. Alors, on continue. Oui. Donc, il faut mettre une voie d'abord, la surveillance, donc mettre un scope avec la surveillance de la pression artérielle, l'oxymètre au pouls, d'accord? Il faut commencer par donner également une expansion volumique du plasmagel en attendant une commande de sang en fonction du taux d'hémoglobine. Si on doit faire un geste endo-utérin, une révision utérine ou réparer une déchirure, l'anesthésie doit être adaptée. Et bien sûr, sans oublier de sonder la vessie pour quantifier les urines. Parce qu'un des signes indirects de l'importance du saignement est l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, le fait de quantifier les urines permet d'évaluer l'importance du saignement. Et lorsqu'on va corriger cette perte de sang, cela va nous donner une idée sur la correction. Alors, les complications de l'hémorragie de la délivrance, bien sûr, la première des complications, c'est le choc hypovolémique. La deuxième des complications, et là, on la craint énormément, c'est le syndrome de défibrillation. Le fait de perdre le sang, rappelez-vous, il contient quoi? Des globules rouges, des globules blancs, mais surtout les facteurs de la coagulation. Et à un moment donné, la perte de ces facteurs de coagulation va empêcher la coagulation de se faire et donc on va avoir ce qu'on appelle la CIVD. La CIVD, c'est l'une des complications majeures des états de choc et parfois ça va entraîner un cercle vicieux et même si on corrige avec du sang total, cela va l'hémorragie va continuer parce qu'on manque en facteur de coagulation. Donc, c'est très important lorsqu'on a une hémorragie de la délivrance de réparer rapidement cette perte de sang et de donner des culots, de donner des concentrés globulaires, mais également les facteurs de la coagulation justement pour corriger ce déficit-là. La CIVD, c'est l'une de nos hantises, hein, parce qu'on a beau avoir du sang, parfois lorsque la CIVD est installée, il est très difficile de rompre ce cercle vicieux. Donc, il est très important de corriger au temps opportun et d'avoir les éléments du sang justement pour corriger cette perte de sang. Alors, l'atteinte rénale, je vous ai dit, lorsqu'on a une hémorragie, de la délivrance importante, bien sûr, il va y avoir une redistribution en fonction des organes nobles et l'un des organes qui va souffrir, c'est le rein. On a ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle. Elle va se manifester par une oligoanurie et c'est pour ça le fait de sonder, de mettre en place une sonde urinaire, on va apprécier et quantifier cette insuffisance rénale. Bien sûr, si on ne corrige pas rapidement, elle va entraîner une insuffisance rénale organique et va se répercuter par la suite par des néphropathies et une insuffisance qui va persister. Donc, vous voyez bien que plus tôt on va corriger cette perte de sang, moins on Alors, voilà l'arbre décisionnel. Voilà l'arbre décisionnel
comment il faut agir. Vous voyez sur ce tableau-là qu'on agit par palier de 30 minutes, c'est-à-dire lorsqu'on a une hémorragie de la délivrance, on va, la première des choses, je vous ai dit, le travail doit être multidisciplinaire. On va évaluer l'importance du saignement par la quantification sur le sac de recueil. Le travail doit être en collaboration, d'une part l'équipe obstétricale, c'est-à-dire la sage-femme et l'obstétricien. D'autre part, c'est l'anesthésiste réanimateur. Donc, à nous de faire une délivrance artificielle. Si la délivrance a été faite, la révision utérine, sonder la femme, examiner la filière génitale pour voir s'il n'y a pas une déchirure, la réparer et commencer le massage utérin. Bien sûr, en parallèle, le médecin réanimateur va vérifier les voies d'abord. Il va donner les cristalloïdes type plasmagel en attendant le sang. On commence la perfusion avec des oxytocines justement pour entraîner la rétraction utérine, donner l'antibioprophylaxie. J'ai oublié de vous dire, il faut réchauffer la femme, donc bien la couvrir parce que la diminution de la température peut entraîner ou aggraver ou entretenir le saignement. Donc, il est très important de bien la couvrir, faire le bilan, notamment le taux d'hémoglobine et le taux de plaquettes pour justement corriger. D'accord? Si la femme n'a pas encore de groupage, il faut faire un groupage Rhésus rapidement. Donc, et évaluer avec tous ces gestes-là, 30 minutes, évaluer est-ce que notre traitement a donné ou pas. Si le saignement ne s'est pas arrêté, là, on va passer à la deuxième étape qui est le tamponnement utérin. Je vais vous montrer comment on fait le tamponnement utérin. Si après cela, il n'y a pas de résultat, on va passer à l'étape chirurgicale pour arrêter le saignement. Alors, on s'est donné un palier de minutes, mais sachez que si le saignement est trop important, on peut brûler les étapes et passer directement à l'étape chirurgicale. Donc, c'est l'importance du saignement, c'est la répercussion sur l'état général qui nous permet de dire est-ce qu'on peut attendre les 30 minutes ou pas. Alors, voilà le tamponnement. C'est quoi le principe du tamponnement? Rappelez-vous, l'une des premières causes du saignement, c'est l'inertie utérine. L'utérus n'arrive plus à se rétracter. Le muscle utérin est trop fatigué pour se rétracter. On va introduire un ballon, c'est ce qu'on appelle le ballon de Bakri, à l'intérieur de la cavité utérine et on va le gonfler avec du sérum salé et cela va entraîner un tamponnement et arrêter le saignement. Et avec les utérotoniques, cela va entraîner une rétraction utérine, ça stabilise l'état de la patiente, cela permet de ramener le sang, de la transfuser et cela peut faire entrer en ordre les choses. Maintenant, si le tamponnement ne le donne pas, on peut passer à une étape secondaire qui est l'embolisation artérielle. Bien sûr, l'embolisation artérielle ne peut se faire que dans les services qui disposent d'une radiologie interventionnelle. C'est quoi? Sachez que l'utérus, il est vascularisé par l'artère utérine. Donc, le but, c'est d'aller emboliser, c'est-à-dire obstruer cette artère pour diminuer la quantité du sang qui arrive à l'utérus. Par exemple, en Algérie, là, il existe deux services qui peuvent le faire, mais encore pas tout le temps. C'est l'hôpital de Ain Nadja et Bab el-Oued, à un moment donné, il le faisait. Donc, le fait d'aller emboliser cette artère permet de diminuer le sang et permet de ne pas passer à l'étape chirurgicale et à l'hystérectomie. Voilà, le produit. On va injecter un produit, c'est des petites bulles, d'accord, des particules. Si on ne dispose pas donc de ce moyen, on est obligé de passer à l'étape ultime, c'est la chirurgie. Alors, si le traitement médical n'a pas donné, on va passer à l'étape chirurgicale. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme pour l'embolisation, donc au lieu d'emboliser cette artère utérine, on va aller et ligaturer tous les vaisseaux qui vont vasculariser l'utérine.
c'est ce qu'on appelle la triple ligature de Tsirulnikov. On va ligaturer l'artère utérine, ligaturer le ligament rond et ligaturer le ligament utéro-ovarien. Ces deux ligaments avec l'artère utérine vont vasculariser l'utérus et le fait de les ligaturer va arrêter la quantité, diminuer de façon importante la quantité du sang qui arrive à l'utérus. Vous allez me dire, mais si on arrête ça, l'utérus risque de se nécroser. Non, il ne va pas se nécroser parce qu'il reste quand même certains vaisseaux, notamment les cervico-vaginales, qui vont vasculariser l'utérus, mais de façon minime. Donc, voilà comment on va la faire. Alors, autre technique qu'on peut réaliser aussi, c'est de faire la ligature des artères hypogastriques. L'artère hypogastrique, c'est l'artère iliaque interne qui a pour but aussi de vasculariser, de donner l'artère utérine. Ça permet de diminuer la quantité du sang qui arrive à l'utérus. Voilà. Ça, c'est une vue à ciel ouvert, donc le ventre est ouvert. Voilà l'artère iliaque. L'artère iliaque va donner l'artère iliaque commune va donner l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne, c'est ce qu'on appelle l'hypogastrique, qui va donner plusieurs branches, entre autres l'artère utérine, et le fait de la ligaturer va réduire la quantité de sang et permet d'arrêter le saignement et de préserver l'utérus. Autre moyen, c'est la compression myométriale. Voilà un utérus qui est le siège d'une atonie, d'une inertie utérine, comme un matelas. Vous avez vu le matelas, la couverture matelassée, c'est la même chose. On va mettre des sutures pour justement ratatiner cet utérus et essayer de faire une rétraction mécanique de cet utérus. Bien sûr, cela permet de conserver l'utérus, mais attention, comme conséquence, on peut avoir des synéchies utérines. Dernier traitement, et c'est le traitement ultime, c'est un traitement, n'oubliez pas, c'est le pronostic vital de la femme qui est en jeu, c'est l'hystérectomie d'hémostase, d'accord? C'est le choix ultime, surtout chez la femme qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'enfants. Parfois, on hésite à faire l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est quoi? C'est d'aller faire l'ablation de l'utérus. On va enlever l'utérus qui est la cause de ce saignement. Alors, idéalement, c'est de faire une subtotale, c'est-à-dire on va enlever tout l'utérus et laisser que la partie du col. Ça va arrêter le saignement, surtout dans les placenta prévia accreta et dans les inerties utérines qui n'ont pas répondu au traitement ou bien dans les ruptures utérines. Mais, je vous le rappelle, c'est un traitement de dernière intention parce que c'est un traitement radical. C'est très dur pour une femme de lui enlever un utérus lorsqu'elle est jeune. Voilà, l'hystérectomie, on va enlever l'utérus, soit en totalité, ou bien on lui laisse le col et on enlève toute la partie supérieure, surtout dans les placenta accreta. Alors, vous avez compris que le meilleur des traitements est la prévention. La prévention de l'hémorragie de la délivrance au moment de l'accouchement. Alors, comment on va faire pour faire cette prévention? La première des choses, je vous l'ai dit, c'est de surveiller de façon rigoureuse la femme après l'accouchement dans les 24 heures et surtout dans les 2 premières heures avec une surveillance de l'importance du saignement, de la quantité, du globe utérin, est-ce qu'il se contracte ou est-ce qu'il se rétracte bien, la fréquence cardiaque et la mesure aussi de la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Il faut faire une délivrance artificielle si elle ne s'est pas faite et surtout diriger. S'il y a un saignement, de faire un massage utérin. Il ne faut pas attendre les 500 millilitres pour commencer notre mesure de réanimation. Il est très important d'examiner le placenta une fois qu'une délivrance est faite. Pourquoi? Chercher s'il est complet. S'il est incomplet, j'attends pas l'hémorragie. Je vais faire une révision utérine et ramener ce qui reste comme placenta. Bien sûr,
l'un des meilleurs traitements qui a prouvé son efficacité dans la prévention est d'administrer l'ocytocine, c'est-à-dire le syntocinon, au moment de l'expulsion de l'épaule antérieure du fœtus, c'est-à-dire au moment de l'expulsion du fœtus, on va lui donner de l'ocytocine pour entraîner ou pour améliorer la rétraction utérine. Et bien sûr, si la délivrance, la délivrance physiologique ne s'est pas faite, faire une délivrance artificielle avant que le saignement n'apparaisse. Alors, habituellement, on se donne 30 minutes après l'expulsion du fœtus. Dans les 30 minutes, si la délivrance ne s'est pas faite, on va faire une délivrance artificielle. Et plus on pose le diagnostic de façon précoce, plus on améliore le pronostic vital de la femme. Alors, en conclusion, vous avez compris que l'hémorragie de la délivrance ou du postpartum immédiat est un drame pour la femme et un drame pour nous. Et cela nécessite une prise en charge rapide et multidisciplinaire. Ce n'est pas la sage-femme qui est seule face à la femme, c'est la sage-femme, c'est l'obstétricien, c'est le réanimateur et l'infirmier aussi, il est très important. Donc, c'est un travail en coordination justement pour réduire au minimum ou au maximum, réduire le temps ou la perte de temps pour une prise en charge de la dame. Vous avez compris que le facteur temps est déterminant pour la conservation de la réanimation de la patiente. Et heureusement, actuellement, grâce au traitement initial médicamenteux, c'est-à-dire le syntocinon au moment de la délivrance, permet d'améliorer le pronostic. Même le traitement chirurgical, lorsqu'il est pris à temps, améliore le pronostic. Et pourquoi pas le traitement radiologique? J'espère qu'on l'aura un peu partout en Algérie. Et si on améliore ce pronostic, cela veut dire qu'on va préserver la fertilité de cette femme, préserver son utérus. Et bien sûr, l'idéal, c'est de détecter les facteurs de risque pour être plus vigilant. Mais rappelez-vous, on a dit 50%, on ne retrouve pas de facteurs de risque. Voilà, je vous remercie. Alors, donnez-moi 1 minute et je reviens vers vous pour vos questions.